Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de prendre à nouveau langue avec votre émission d'information, magazine d'information du jeudi. Ligne de mire, l'actualité abondante au Gabon au regard des réformes initiées par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema, à la lumière de la tenue le 8 septembre dernier d'un conseil des ministres qui a donc permis de pouvoir mettre en relief de nouvelles réformes. L'annonce évidemment des réformes allant dans le sens de l'amélioration des conditions d'existence des populations gabonaises avec surtout la perspective de l'utilisation de nouveaux outils qui devraient aider le gouvernement à pouvoir matérialiser ces réformes qui ont pour objectif d'améliorer le cadre de vie, de pouvoir assainir les finances publiques, de pouvoir également augmenter les recettes de l'État. Et dans la perspective justement de ces différentes réformes, il y a la présentation le 8 septembre dernier lors du Conseil des ministres de ces réformes dans le secteur de la planification initiée par la ministre de la Planification, la cartographie nationale des projets de développement et la préparation du budget d'investissement 2026, la cartographie nationale des projets de développement qui a un lien direct avec le processus de décentralisation souhaité ardemment par Brice Clotaire Oligui Nguema afin de pouvoir harmoniser le développement territorial. Ce sera l'objet de notre première thématique dans l'émission qui va également évoquer le point relatif à la poursuite de la réforme initiée dans le cadre de la réappropriation par le Gabon de la souveraineté économique, de la préférence nationale dans certains emplois annoncés notamment dans le secteur pétrolier. On fera un point dans la première thématique de l'émission. La seconde sera consacrée à l'actualité en lien avec la politique, notamment l'organisation prochaine des élections législatives et locales et ses fortunes diverses, évidemment, puisque certains leaders ont vu leur candidature invalidée par la Cour constitutionnelle. C'est le cas de François Ndorobian du parti Réagir, mais également la candidature de Jean-Rémy Yama. Et puis on va terminer par l'éducation pour revenir sur cette forte actualité faisant mention de l'application dans le système éducatif gabonais désormais d'une uniformisation des coefficients. Et là, il y a évidemment deux postures qui s'opposent. Celle qui met comme argument sur la table la lutte contre l'échec dans le système éducatif gabonais et un autre argument qui estime que cette harmonisation ou cette uniformisation des coefficients au secondaire dans le premier cycle est une forme de banalisation de certaines matières, notamment les matières scientifiques. Et pour faire le point sur ces différents sujets qui font l'actualité au Gabon, j'ai le plaisir de recevoir dans l'émission Ligne de mire de ce 11 septembre 2025 trois invités. Marcel Libama, député de l'Assemblée nationale de la transition. Monsieur Libama, bonsoir. Bonsoir. Je reçois également Pascal Koulou, pardon, qui est donc acteur politique. Monsieur Koulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pambo. Et je reçois aussi Félicien Rodrigue Invou, monsieur Félicien Rodrigue Invou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Vous êtes vous militant, acteur politique et militant du Parti démocratique gabonais. Jonathan Todungom était annoncé, mais malheureusement pour lui, il a un empêchement, il ne pourra pas prendre part à l'émission de ce soir. Alors, première thématique, en lien donc avec la poursuite des réformes initiées par le gouvernement de la République sous l'impulsion de Brice Clotaire Oligui Nguema pour continuer à mettre en phase ou en pratique le processus de relance de l'économie nationale, de reconstruction du Gabon, entamé depuis le 30 août 2023. Il y a donc la présentation faite par la ministre de la Planification lors du Conseil des ministres du lundi 8 septembre dernier de deux outils importants, notamment le premier, la cartographie nationale des projets de développement, notamment pour mettre en place une forme d'harmonisation du développement de notre pays, le développement des
des territoires. Alors, cet outil, la cartographie nationale de projet, a été élaborée pour la première fois en 1965. C'est donc une cartographie qui met en relief des projets qui représentent un véritable outil d'aide à la décision pour le pilotage des politiques publiques. Elle recense plus de 600 projets à travers le Gabon, dont plus de 51% en cours, 24% non encore démarrés et 18% à l'arrêt. Cette photographie actualisée permet non seulement d'évaluer le niveau de performance des initiatives publiques, mais surtout d'orienter avec plus de précision les choix stratégiques du gouvernement. Cette répartition par secteur met en avant la priorité donnée au logement, aux infrastructures et au numérique, suivi du capital humain. Alors cet outil, comment vous le voyez, la cartographie nationale des projets de développement, comme nouvel outil pour justement faire en sorte qu'il y ait un suivi plus pratique et plus pragmatique des différents projets initiés par le gouvernement. Marcel Libama. Donc, je laisse la parole à Pascal Koulou. Écoutez, moi, je ne sais pas pourquoi on va à chaque fois tourner autour du pot. Je crois qu'un pays, tel qu'il soit, se développe avec des plans de développement. Ils peuvent être triennaux, ils peuvent quinquennaux, ils peuvent s'étaler sur 10 ans. Le problème du Gabon, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on nous ressuscite les archives et généralement, on reste au stade des archives. Les problèmes de développement de notre pays sont connus. Les zones qui auraient dû servir par une exploitation rigoureuse des matières qui s'y trouvent, de pôles de développement, ont à chaque fois été mis en exergue pour par la suite totalement être oubliés. Aujourd'hui, je crois que quand on a mon âge, on sait plus ou moins quels peuvent être les éléments attractifs en matière de développement pour ce qui concerne notre pays. Donc, aller relever un projet qui date de plus de 50 ans, parce qu'on est en 1975, et que tout au long... 65, donc, excusez-moi. Donc, ça suppose quoi? Ça suppose que depuis 65 jusqu'en 2025, on a fait du pilotage à vue, premièrement. Ça suppose ensuite que l'orientation en matière stratégique par rapport aux besoins de notre pays n'ont jamais été la priorité, si ce n'est la préoccupation de tous les gouvernements, que ce soit Soma Bongo, que ce soit Suali Bongo, et puis bon, sur Brice Clotaire le Yingema, on dit voilà ce qu'il faut faire. Moi, je ne participe pas de cette logique, M. Pambou. Je crois que de plus en plus qu'il faut, nous sommes Africains, et par culture et par nature, nous sommes un peu comme des fourmis. Vous savez, chez nous, on nous dit l'initiation est la base de tout notre être. Et quand on possède l'initiation, ça ne se fait pas par tambour et musique populaire. Ça se fait de manière secrète. Les gens constatent simplement qu'il y a des nouveaux responsables qui ont acquis des responsabilités dans la communauté et qui les exercent de façon savante. Je veux dire par là pourquoi. Je veux dire qu'aujourd'hui, cette présentation faite par le ministre, il nous refait le même chapelet de priorités que tout le monde peut faire les yeux fermés. L'éducation, non, il faut que ça s'étale dans le temps. Il faut aujourd'hui les indiquer avec un chronogramme bien précis et avec des deadlines de manière à ce que, à la fin de l'exercice, là on va aller aux élections législatives et locales, que l'on voie, parce que tantôt on nous présente la décentralisation comme étant l'élément moteur qui va enclencher le développement des collectivités, tantôt on nous ramène ce projet de développement sectoriel qui va... Donc il faut que l'on sache avec précision et que des priorités soient clairement énoncées avec des budgets correspondants. Parce que quand on fait un descriptif, un chapelet de situation, toute chose coïncide avec des budgets. L'argent vient où et à quel moment on l'exécute et à quelle période commence-t-on à récolter les fruits. Parce que sous Ali Bongo, on nous a embrassé avec ça. 10 000 emplois créés, si c'est impact direct, et puis à la fin des fins, rien, absolument rien ne s'est fait. Félicien Rodrigue, vous, donc il y a cette présentation qui a été faite par la ministre de la Planification. C'est un outil évidemment élaboré sous la conduite de la Banque mondiale. Le Gabon, pays engagé dans un processus de développement qui a donc des partenariats avec les institutions internationales, notamment sur le plan économique, pour le financement de ces différents projets. La conduite des affaires de l'État impose au gouvernement d'avoir des outils fiables et viables qui puissent faire en sorte que le gouvernement puisse effectivement, de façon concrète, réaliser ces différents projets. Est-ce que vous pensez que cet outil, donc la cartographie nationale des projets de développement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 51%
des projets en cours, 24 non encore démarrés et 18% qui sont à l'arrêt. Est-ce que c'est une mauvaise chose que le gouvernement ait ce type d'outils justement qui lui permettent de ne pas naviguer à vue, mais d'avoir plutôt une idée plus claire, un regard plus clair sur les différents projets qui sont initiés secteur par secteur sur l'ensemble du territoire? Oui, merci de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer là-dessus. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des initiatives que j'appellerais des initiatives locales qui sont prises par le gouvernement. Plus proche de nous, dans le régime déchu, nous avions eu le plan de relance et de la transformation qui était financé essentiellement par le budget de l'État. Or là, le nouveau mécanisme tel que présenté par la nouvelle ministre de la Planification, en réalité a été, je pourrais dire, un outil pour pouvoir bénéficier des emprunts extérieurs, parce que vous avez cité la Banque mondiale, et normalement, il faut qu'il y ait un outil qui accompagne, parce que c'est cet outil qui va être l'indicateur au niveau des bailleurs de fonds pour surveiller la mise en œuvre, pour surveiller l'état d'avancement et par ricochet les projets essentiels. Parce que nous présentons des projets, nous disons, nous mettons un plan en place parce que nous voulons un certain nombre de financements extérieurs, mais ces financements-là, les bailleurs de fonds doivent surveiller qu'au bout d'1 an, au bout de 2 ans, quel a été réellement le volume en termes de dépenses, en termes de réalisation. Donc, je pense que cet outil, pour moi, est une bonne chose dans la mesure où elle permettra réellement de faire en sorte que les objectifs que le gouvernement s'est assigné d'ici 3 ans, si c'est un plan triennal ou si c'est un projet, un quinquennat, pour pouvoir réellement apprécier. Donc, je dis, pour moi, c'est une bonne chose que de se conformer pour avoir des financements, parce que nous ne pouvons que recourir aux emprunts puisque nous n'avions pas suffisamment de ressources pour pouvoir aborder tous ces problèmes. Marcel Libama, alors cette cartographie nationale des projets de développement se présente comme une forme de photographie actualisée qui permet donc d'évaluer le niveau de performance des initiatives publiques, mais également d'orienter avec plus de précision les choix stratégiques du gouvernement en matière de développement. Absolument. C'est un outil très très important, mais je vais jeter un regard sur le plan de la population. Vous savez que cet outil va permettre aux citoyens de mieux exercer son pouvoir, son contrôle citoyen de l'action publique. Et je vais vous donner quelques illustrations. Là, nous sommes en train d'examiner à l'Assemblée nationale la loi des règlements. Bientôt, nous allons examiner la loi des finances. Vous savez qu'il y a dans la loi des finances des projets dans tout le pays. Mais combien sont capables d'aller rechercher les projets qui concernent leur village, leur département et leur province? Donc, vous voyez qu'à partir d'une carte, il y aura la visibilité. Vous qui êtes de Logo-Ilolo, vous qui êtes de Logo-Ivindo, de la Nyanga, de Chibanga, de Mouila, vous pouvez voir les projets qui concernent votre localité. À partir de là, vous pouvez exercer, comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez exercer le contrôle citoyen de l'action publique. Je prends le cas. Il y a un projet de construction d'un hôpital, ou d'un collège, ou d'un lycée, ou d'une route. C'est sur la carte. Et vous ne voyez pas le début des travaux. Ou les travaux se sont arrêtés. Ça permet aux citoyens de réclamer, de poser les questions aux députés que nous sommes, aux membres du gouvernement, et c'est cela qui fait avancer un pays. Parce que il y a beaucoup de projets de développement par d'autres pays, mais les citoyens ne sont pas au courant de ces projets parce qu'il est difficile d'aller lire dans la loi de finances. C'est un document très volumineux. Donc là, vous avez une photographie, une synthèse, et là, vous voyez les grands projets qu'il y a d'ici. Donc, je crois que pour les acteurs sociaux que nous sommes, pour les communautés que nous sommes, c'est très important pour nous d'avoir cette visibilité, ce qui nous permet de donner notre appréciation. Et là, nous sommes, quand nous serons à la veille des élections, comment vous allez juger un gouvernement, un président de la République? Mais c'est à partir de cette carte-là, vous allez voir cette carte, on avait mis ceci, on avait ceci. Est-ce que sur le plan pratique, sur le plan réel, ces infrastructures ont pu voir le jour ou n'ont pas pu voir le jour. Donc vous aurez un regard critique et un choix crédible
Alors, voilà. Pascal Koulou, donc cette cartographie nationale des projets de développement donne une idée plus ou moins précise par rapport à la répartition justement des projets secteur par secteur et province par province. Par exemple, on sait que pour ce qui est du capital humain, de la justice sociale, c'est près de 28, un peu plus de 28%, quasiment 30%. Pour ce qui est de la gouvernance et des institutions, c'est un peu plus de 11%. Et sur le plan territorial, la province de l'Estuaire concentre près de 31% des projets, d'où l'alerte lancée par le gouvernement, notamment par le président de la République, qui estime qu'il faut qu'il y ait une véritable harmonisation, puisque ces projets confirment la nécessité d'une répartition plus équilibrée au profit de l'ensemble du territoire, d'où l'annonce qui a été faite, celle en rapport avec la mise en place ou l'élaboration d'un plan national d'investissement territorial. Et moi, je crois que cet énoncé, c'est l'objet du gouvernement. Prévenir, c'est-à-dire engager des réformes sur le plan structurel, en créant des pôles de développement par province, en créant de l'attractivité dans les grands centres urbains, en faisant en sorte que les minima sociaux puissent exister dans les zones rurales. C'est l'objet du gouvernement. Bon, une fois que cet objet est arrêté, donc c'est une prévision, il faut, moi je le dis, il faut un chrono. Parce que présenter 93 projets, ça prend combien de temps pour les réaliser? Les finances viennent d'où? Le parlementaire, M. Libamadi, c'est dans la loi des finances. Donc il faut que chaque année, on nous dise, il va y avoir un investissement de X milliards pour telle et telle et telle et telle localité, parce que les objectifs à terme, c'est de sortir cette localité de cette situation d'embarras. Est-ce l'énergie? Est-ce les voiries urbaines? Est-ce les structures scolaires ou sanitaires? Donc il faut que les gens sachent. Après, une fois que c'est fait, ça donne effectivement la possibilité aux parlementaires d'exercer un contrôle à travers la loi des finances, parce que là aussi, il y a la prévision, il y a l'adoption des budgets, il y a la mise à disposition des budgets, il y a l'exécution. Notre pays a toujours souffert de ce qu'on schématise des situations, quelquefois même, souvenez-vous, des grands barrages FEDE, l'impératrice, des travaux ont commencé, l'argent a été prestement dégagé, puis bon, du jour au lendemain, les arbres ont recommencé à pousser dans ces endroits-là. Parlant du fait des Belinga, on était tout petits depuis qu'on en parle. Jusqu'aujourd'hui, on est encore aux études et aux prétentions. Donc, il faut que les choses se fassent de manière, j'allais dire, synchronisée. Parce que ce dont on a besoin, moi je salue toute la cohérence du gouvernement Oligui. Et c'est une bonne chose qu'il soit président et chef du gouvernement. Ça évite justement qu'on soit assez départis sur qui est à la manœuvre et qui oriente l'action du gouvernement de manière beaucoup plus directe. D'accord. Je voudrais dire une chose. On n'obtient le changement que si on fait peur. C'est très important de le savoir. Parce que souvent, nos gouvernants profitent de l'ignorance de nos populations. Nous ne connaissons pas les projets d'investissement, de développement qui sont consacrés à nos localités. Et je vous donne un exemple au Cameroun. Ils font ce qu'on appelle le suivi. Évaluation. Le suivi du budget. C'est-à-dire que lorsque l'État, par exemple, a prévu de construire un dispensaire dans votre village, les villageois savent qu'il y a un dispensaire qui sera construit de telle taille, avec le logement de l'infirmier, avec ceci et cela. Et c'est livré pour cette année. L'année commence. Avec le simple appareil photo, ce n'est pas forcément pour faire des selfies. Les populations peuvent filmer le site. 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, une fois que l'année commence à s'achever, le dispensaire ne sort pas de terre. On peut, comme la société civile, les partis politiques, peuvent lancer la lettre pour dire au gouvernement, mais l'hôpital, le dispensaire sort de terre quand? Vous voyez? Mais c'est prévu lors du Conseil des ministres. Le comité final a fait mention justement de la mise en place de ce plan national d'investissement territorial et la mise en place donc de ce plan national d'investissement territorial qui intègre notamment une politique de suivi et évaluation. Oui, les comptes pouvoir sont très importants pour un pouvoir, pour les faire des piqûres de rappel. Je vous donne un exemple. Ali Bongo prend la décision de construire la Transgabonaise, Libreville, Franceville. Mais les populations de ces zones, aucune ne s'est levée pour dire que ça fait 4 mois, ça fait 5 mois, la route n'arrive pas à passer devant notre village, devant notre région. S'ils avaient joué ce rôle-là, du contrôle citoyen de l'action publique, je vous assure, cette route allait aboutir. Donc, l'outil qui permet aux populations
et aux ONG et autres de suivre, c'est cette cartographie. C'est cette cartographie parce que ce qui est dans les livres, je prends la loi des finances, les 3/4 des choses qui sont dans la loi des finances, les populations ne s'approprient parce que vous n'allez pas voir une loi des finances qui a été rédigée pour le grand nombre. La loi des finances actuelle, c'est vraiment les initiés. Pas les populations, et moi je dis... c'est le rôle des parlementaires et le fait d'avoir eu de mauvais parlementaires a conduit à l'occultisme des populations. On espère, comme vous êtes candidat, vous serez ces parlementaires. Je suis dans le cadre du contrôle citoyen, vous qui avez la responsabilité de l'action publique, tout citoyen. Vous venez de faire 2 ans à l'Assemblée nationale. Parce que tout citoyen peut contrôler l'action du gouvernement. Ça veut dire que tout citoyen. Le gouvernement, c'est-à-dire que là, on a pas des statistiques, des pourcentages qui nous sont donnés en matière de projets notamment réalisés. On a parlé donc de 51% de projets en cours, 24% non encore démarrés et 18% à l'arrêt sans qu'on ait une idée précise sur le type de projet. Donc pour vous, évidemment, il faut qu'on sorte de cette forme d'opacité, qu'on aille dans le détail pour faire en sorte que les populations qui sont bénéficiaires de des projets aient une idée précise. C'est bien ça? Bien sûr, c'est important. Non, mais je vous demande, Félicien Rodrigue-Gabou. Non, bien entendu, parce que l'intérêt, comme le dit l'honorable député, mais l'intérêt ici, c'est que les populations puissent être informés. S'approprier des projets. Mais donc, quand le gouvernement parle de la mise en place d'un plan national d'investissement territorial et qu'il y ait suivi d'une politique de suivi-évaluation, c'est que le gouvernement est sur la bonne voie. Non, il y a le cadre de suivi-évaluation, mais sauf que ce que l'honorable veut faire comprendre, c'est que les populations doivent être plus ou moins directement associées parce qu'en réalité, c'est ceux les destinataires finaux. Donc, c'est à eux aussi de surveiller si réellement tel projet qui a été retenu, par exemple, pour 2025, a commencé. Le suivi et évaluation, eux, ils vont pour constater également si le projet a démarré et c'est à quel niveau. Donc, eux, ils sont dans les aspects techniques. Or, la population regarde si le projet est déjà visible sur le terrain, si le projet a déjà pris corps. Et pour cela, il faut associer les ONG. Les ONG doivent surveiller les leaders d'opinion, les partis politiques, comme il a dit, et les simples citoyens. Parce qu'en réalité, c'est tous ensemble. C'est tous ensemble pour surveiller ce qui se fait. Alors, le Conseil des ministres du 8 septembre dernier est également revenu sur ces réformes initiées depuis le 30 août 2023 par Brice Clotaire Oligui Nguema dans l'optique de la réappropriation par le Gabon de sa souveraineté économique à travers un ensemble d'initiatives prises par le gouvernement qui commencent à porter ses fruits, notamment dans le cadre de la lutte contre le chômage en milieu jeune, par exemple, avec la création de plusieurs emplois à travers le projet Taxigab, par exemple, avec le rachat de certaines entreprises dans le secteur pétrolier. Et dans le secteur pétrolier, il y a cette annonce qui a été faite notamment par le ministre du Pétrole qui, évidemment, va permettre aux Gabonais de pouvoir avoir accès à certains corps de métier. Marcel Libama, quelle est votre réaction? Il y a également l'annonce qui a été faite, par exemple, celle qui désormais fera en sorte qu'au Gabon, dans le secteur financier, les responsables des banques, des microfinances, des structures financières devraient être gabonais. Bon, il faut éviter d'aller vite en besogne. Celui qui embrasse trop, mal étreint. Il faut éviter un abus de langage quand les gens parlent de gabonisation. Attention, c'est pourquoi à gabonisation, moi je préfère le terme la préférence nationale. C'est-à-dire que s'il y a un Gabonais et un non-Gabonais qui ont les mêmes compétences, il faut privilégier le Gabonais. S'il y a deux entreprises, une entreprise gabonaise, une entreprise, il faut privilégier l'entreprise gabonaise. Parce qu'on a quand même des mauvais exemples. Hein. Vous avez le projet Taxigab. On a dit il faut mettre les Gabonais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine après, il y avait beaucoup de casses, des taxis. Quelques temps après, vous ne voyez plus beaucoup de ces taxis-là circuler. Ils sont garés devant les bars, devant un certain nombre de choses, même devant les motels. Ils sont garés, ils ne circulent pas. Donc, si on continue avec la gabonisation, on peut se trouver avec un problème sérieux de transport au niveau de la ville, de Libreville et un peu partout. Donc, il faut la préférence nationale. Et j'apprécie l'expression utilisée par le ministre actuel du pétrole. Ça veut dire qu'on va aller là où
les Gabonais ont maintenant la compétence, là où on peut les remplacer, il faut mettre les Gabonais. On ne peut pas dire tout de suite là par décret, le reste hors circuit, les Gabonais remplacés. Là, nous allons droit au casse-pipe. Et la préférence nationale, c'est partout dans tous les pays. Vous vous occupez d'abord de vos enfants à la rentrée, après vous vous occupez de neveux et autres. Et donc, moi, je crois que c'est une bonne initiative, mais qu'il faut encadrer. Il faut éviter le populisme. De parler de la gabonisation, c'est trop fort. Il faut parler plutôt de la préférence nationale dans bon nombre de secteurs et de professions. Pascal Oui, Koulou. moi, je crois que M. Libama a parfaitement raison. Vous savez, la question de l'emploi est à l'essence de la vie. C'est par le travail qu'on se projette, par le travail qu'on a une perspective de son être social, de son être en tant que citoyen. Donc le travail est important. Il faut éviter de créer des situations qui peuvent être des situations conflictuelles. Parce que tel que le ministre du Pétrole présente la situation, c'est comme s'il n'y avait pas des tests qui définissent les conditions de gestion des stations. Parce qu'il faut être précis. Il faut également situer la responsabilité des uns et des autres. Parce que le secteur pétrolier a une réglementation bien particulière. La gestion des stations obéit à toute une autre réglementation. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce sont les responsables de stations qui choisissent eux-mêmes leur personnel. Quelle peut être la possibilité pour le ministre du Pétrole, du Travail et de l'Emploi, parce que ce n'est même pas du ressort du ministre du Pétrole, c'est du ressort d'autres départements ministériels pour intégrer les jeunes Gabonais où c'est dans les stations-service. Mais au nom de la transversalité, justement, de l'action gouvernementale... Il faut que, comme M. Libama dit, l'explication doit être construite autour des valeurs de la République. Sinon, on crée des mécanismes de rejet. Et ça va à longue amener quoi? Ceux qui ont des capitaux pour venir investir dans notre pays diront, mais moi je veux faire mon business, je peux avoir un quota. Il faut que tout, parce que après ça a une résonance pas capable, cette résonance ne permet pas aux gens d'apprécier. Ce que le gouvernement veut faire est très bien, mais il faut que ça se fasse de manière pédagogique pour que ceux qui aujourd'hui ont mis leur argent dans la gestion des stations de carburant puissent également avoir la capacité d'avoir leur personnel en fonction des secteurs sensibles qu'ils gèrent. Parce que ce sont eux qui définissent la grille des salaires. Est-ce que les Gabonais vont accepter d'avoir les salaires que ces gens-là ont? Est-ce qu'ils vont accepter les horaires ingrats? Donc tout ça, ça doit être bien pensé pour éviter un faux retour. C'est pour ça que je dis, il faut être très prudent. Les stations ne sont pas des structures créées par l'État. Les stations, c'est des entreprises privées et chaque responsable de station choisit lui-même son personnel. J'en sais quelque chose parce qu'il m'est arrivé de discuter avec beaucoup de responsables de stations qui avaient des problèmes de stock parce que, bon, quelquefois, vous voyez, certaines stations ferment du fait que, bon, il y a eu des difficultés de gestion et la station fait faillite. D'accord. Félicien Rodrigue, vous, évidemment que toutes ces activités sont encadrées par la loi. On reste dans le secteur pétrolier, évidemment, puisque il y a eu des discussions entre le ministère du Pétrole, le ministère du Travail, les opérateurs économiques, les employés du secteur pétrolier notamment. Et pour ce qui est de la précarisation de l'emploi, les annonces ont été faites, notamment pour assurer l'Organisation nationale des employés du pétrole, l'ONEP, pour mettre fin à un type de contrat mensuel qui avait souvent cours dans le secteur pétrolier pour éviter justement de chosifier les employés, des contrats consignés au mois, renouvelés chaque mois, sans véritable garantie d'un lendemain meilleur, sans qu'il y ait une perspective de signature d'un contrat à durée indéterminée. Tout ça, ce sont des réformes importantes, selon vous? Oui, c'est un début de réforme parce que il faut aller au fond des choses. Vous voyez bien que dans le secteur pétrolier, c'est généralement, comme on peut dire trivialement, les petits métiers. Ça veut dire que dans des secteurs assez importants, là où on produit du pétrole, là où on fait le transport du carburant, généralement, on ne met pas des Gabonais. Or, c'est dans ces genres de structures qu'on doit pouvoir mettre des Gabonais, on doit pouvoir essayer de, peut-être pas gaboniser, mais de créer une structure
autonome gabonaise, parce que généralement c'est les traders, etc. C'est toujours par les étrangers, par des groupes étrangers qui ont maintenant, on voit plus près de nous, un peu à la pompe. Vous voyez que l'on ne parle plus du pétrole, mais là on parle des services. À la pompe, on voit ce que Petro Gabon fait, qui est déjà une bonne initiative. On a remplacé progressivement les étrangers qui étaient des pompistes, et pour les remplacer par des Gabonais, on l'observe à Libreville, à l'intérieur du pays, un peu partout, par le truchement de la caisse de stabilisation et de péréquation. Donc il y a à ce niveau-là, il y a aussi au niveau du pétrole, mais il est essentiel que là où le pétrole, là où les enjeux sont suffisamment importants, il y a comme une forme d'opacité. On n'ouvre pas ça, on n'ouvre pas ce secteur au Gabon. Marcel Liban, est-ce que l'enjeu véritable aussi ne réside pas dans la volonté ou la détermination du gouvernement à pouvoir apporter des éléments de réponse par rapport au cadre légal, les questions le code du travail, les conventions collectives? Non, c'est des petites réformettes. Ils ne veulent pas s'attaquer au cœur du problème. C'est quoi le cœur du problème? Voilà, tous les ministres du pétrole évitent cette question, alors qu'elle est centrale à la Ve République. C'est-à-dire que on doit nous donner les informations sur les contrats pétroliers et miniers dans notre pays. Parce que dans les contrats pétroliers et miniers, il y a une partie du contrat qu'on appelle le contenu local, le local content. Et dans le local content, on parle des emplois. À quel niveau des emplois des Gabonais? Ces contrats chez nous, les contrats sont opaques, ils sont confidentiels. Que le ministre du pétrole nous dise c'est quoi le contrat qui nous lie avec Total, avec Perenco, Marcel Liban, est-ce que ces contrats-là sont élaborés en tenant compte des conventions collectives du Code du travail au Gabon? Mais non, ils ont des contrats. Ils ne travaillent pas selon nos codes. Vous savez que toute la partie juridique et autres, là, c'est négocié lors du contrat pétrolier. Ils ont des exonérations, leur fiscalité est spécifique à ce domaine de compétence. Mais beaucoup de pays avant nous, qui sont pétroliers et miniers, quand vous allez au Congo, quand vous allez en Mauritanie, quand vous allez au Sénégal, je prends un certain nombre de pays, dans le site du gouvernement, vous avez les contrats sont transparents. Or, chez nous, sont opaques. Nous sommes encore dans la France-Afrique, de ce côté-là. Et je vous le dis, dans les contrats pétroliers miniers, il y a ce que, comme je vous ai parlé du local content, le côté local, qu'est-ce qu'on va parler sur le plan social, qu'est-ce qu'il va faire? Sur le plan des emplois, qu'est-ce qu'on va faire? Sur le site, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un certain nombre de choses qui sont réservées aux populations qui vivent dans ce pays ou qui vivent autour des zones d'exploitation. C'est pourquoi cette partie-là, nos gouvernants, s'ils veulent se montrer modernes, s'ils veulent se montrer transparents, doivent faire un effort. Les Gabonais doivent savoir. Moi, je suis député à l'Assemblée nationale, représentant du peuple. Vous trouvez normal que je ne sois pas au courant? On veut m'amener les chiffres, seulement vient à l'Assemblée, mais je ne suis pas au courant du contrat qui lie mon pays avec Total, qui le lie à Perenco, qui le lie à Prom et je ne sais pas quoi. Il y a un problème à ce niveau-là. Donc le ministre a tout à gagner à faire preuve de transparence à la Ve République pour nous dire, pas tout le contrat avec les secrets technologiques et autres là, mais quand même, moi je parle bien sur le contenu local, il peut faire un effort et là on va voir qu'est-ce que ces sociétés-là prévoient dans ça au niveau des emplois des Gabonais. Moi je crois que puisqu'on en a parlé des dérivés, c'est-à-dire des possibles opportunités qu'offre l'exploitation du pétrole, le président de la République a une idée extraordinaire, le rachat d'Assala. Je pense et je crois que si on va aller dans cette vision qui est celle du ministre du pétrole, c'est que nous ayons, nous, des stations créées, promues par notre compagnie nationale de pétrole. Ce serait plus facile à ce moment. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, notre compagnie nationale de pétrole, c'est censé être Gabon Oil. Je crois que c'est ça. Donc, il n'y a que Gabon Oil, mais Gabon Oil a quelques stations. Les autres stations ont des contrats, comme il dit, avec des statuts particuliers. Comment on va siéger à l'intérieur? La logique serait donc d'utiliser cette part nationale qui nous revient pour accroître le nombre de stations-service créées par notre Société nationale de pétrole et qu'on y emploie uniquement des Gabonais. C'est un peu ce que Petro Gabon fait parce que cette structure, et je fais la publicité pour elle, mais c'est ce que je vois. Je suis automobilisé, donc je vous reconnais les stations où vous trois majorité. C'est géré par les étrangers. Il faut des gérants. Il faut des gérants gabonais pour employer des Gabonais. Or, la plupart des gérants dans le secteur du pétrole, sont des étrangers. Dans le secteur du pétrole, il y a les huiles. Tout le monde connaît la difficulté que notre Société nationale d'huile, savoir Pisoluble, a
pour mettre sur le marché national des huiles fabriquées par notre entreprise nationale. Commencer là aussi à faire en sorte que la préférence nationale soit ce qui est produit au Gabon, soit en majorité et des parts majoritaires pour l'écouler sur l'ensemble de ce. Or, faites le tour de la plupart des stations. Les huiles nationales ne sont pratiquement pas vendues. Pourquoi? Parce que les multinationales qui ont leurs stations les utilisent également pour vendre leurs produits. Il faut donc qu'il y ait de la cohérence. C'est pour ça que j'ai dit que le ministre du Pétrole fait bien de parler, mais il ne faut pas émouvoir les gens. Il faut avoir une politique de responsabilité et élaguer sur l'ensemble de la chaîne pour que les Gabonais s'approprient l'engagement du gouvernement, améliorer les conditions de travail, pas donner aux gens une idée de l'emploi qui est vraiment on va terminer précarisée. sur cette première thématique en lien avec ces réformes initiées par le gouvernement, on va dire depuis le 30 août 2023, initiées par Brice Clotaire Oligui Nguema. On parlait donc de la souveraineté économique, on peut également évoquer la souveraineté alimentaire à travers le projet Gab Pêche avec la première moisson de ce projet Gab Pêche. Vous savez, il y a une dizaine de pirogues qui ont été, qui ont pu produire 8 pirogues sur 10, hein, donc on aurait gagné le rivage et qui ont ramené près de 2 tonnes 4 de poissons. Comment vous trouvez Non, mais c'est magnifique. Mais on revient dans la même situation que les taxis. Là, nous sommes qu'au début. Oui. Hein? C'est une très bonne initiative. Maintenant, il faut qu'on ait de la ressource. Le gouvernement prévoit de mettre sur l'eau 100, 200, 500 embarcations. Madame, on a eu 800 et quelques taxis qu'on a mis en circulation. Aujourd'hui, maintenant, quel est le parc des taxis? Combien évolue? Combien circule? C'est ça le problème. Parce que si le secteur de pêche a été envahi par nos frères de l'extérieur, parce qu'il y a un vide. Donc, il faut faire plusieurs choses à la fois. Ce n'est pas seulement acheter les pirogues. Mais le gouvernement est en train de combler ce vide. Non, il faut faire aussi de l'accompagnement, de la formation. Il faut tout un écosystème autour de cela. Sinon, dans quelques années, il y a des Gabonais de bonne foi qui sont dans les villages, qui ont offert des Gabonais des pirogues, des filets, et quelques mois après. Donc, une question sur de culture. En matière des affaires, il faut qu'on ait aussi cette culture-là. Cette culture-là manque chez beaucoup de nos compatriotes. Et c'est à nous, l'école, de développer l'expérience entrepreneuriale chez nos jeunes. D'accord, je pose la question à un Esturien, Félicien Rodrigue Mfou. Vous êtes au bord du Kobo. Alors, 8 pirogues sur 10 qui ramènent 2 tonnes 4 de poissons, c'est bon, la prise est bonne. C'est un bon début, vous pensez? Pour moi, c'est relativement faible parce que vous savez que je suis quelqu'un qui, vous avez bien dit qui est de l'estuaire. Non, le problème ici, c'est que il faut voir, donc on a 800 km de côte, mais il faut voir que c'est l'État d'abord qui a découragé ce que j'appelle les pêcheurs artisanaux. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre pirogue, vous aviez une grande glacière de capacité de 1000 litres. En 2 ou 3 jours de pêche, vous pourriez ramener à vous tout seul près de 1000 kg de poissons. Le problème ici, c'est que la pêche aussi, c'est comme elle est saisonnière. Il y a des moments où le temps est favorable, il y a aussi des périodes où le temps est non favorable. Donc tout ça, il faut que les jeunes Gabonais puissent le savoir. Il faut au contraire, tous les pêcheurs qui ont été un peu arraisonnés indirectement par nos amis des eaux et forêts. Dieu merci qu'on a mis un ministère en charge de la pêche, mais ce sont ces gens-là. On a vu un jeune Gabonais qui va toujours dans les réseaux sociaux dire qu'on arrache les poissons aux pêcheurs gabonais, ce qui est anormal. Et il faut donner les Gabonais les moyens nécessaires. Il faut que l'État se dote d'un outil. On avait Sifrigab. Il faut qu'on ait des chalutiers qui vont aller pêcher dans des grandes zones où les calamars ne peuvent pas y arriver. Donc, ce sont des grandes zones. Par exemple, chez moi, de l'autre côté, il y a beaucoup de poissons. Mais que ce soit à la Remboué, que ce soit dans la zone d'Influenzem, c'est un peu long. Mais il faut que, lorsque vous aviez des grandes embarcations, mais vous aviez des mérous qui font 100, 150 kilos, 200 kilos.
Ben, ça, il faut avoir les moyens nécessaires pour pouvoir aller pêcher. Donc, il faut D'accord. que les Gabonais... Et l'État qui croit fermement à ce projet Gab-Pêche pour permettre oui, c'est de déjà résorber le chômage et un bon trouver début, c'est une l'emploi correction. aux jeunes Gabonais. En réalité, c'est une correction que le gouvernement apporte. C'est une correction, c'est un début. On va ouvrir le second tiroir de l'émission pour parler de politique. Messieurs, le temps qui nous est imparti est très court, donc on a 3 thématiques qui sont importantes. Donc on parle désormais de politique. La campagne électorale va s'ouvrir le 17 septembre prochain, je crois, pour ce qui est du compte des élections législatives et locales. Et malheureusement, sur la ligne de départ, il y a des candidats qui vont rester dans les starting blocks. C'est le cas de Jean-Rémy Yama du parti PNTP, mais aussi de François Ndombia, par exemple, de Réagir. Vos réactions par rapport à cette actualité, Pascal Nkoulou? Oui, écoutez, moi je suis de ceux qui disent que parfois il faut arrêter de faire de la politique et s'investir à l'essentiel à la nation. Exactement dans ce qui venait d'être débattu tout à l'heure. Vous savez, nous avons la responsabilité d'offrir au Gabon des repères. Or, quand on regarde comment les acteurs, de manière générale, se comportent, on a l'impression qu'on n'a pas de référence et qu'à chaque fois, nous partons sur des situations qui, au lieu de nous donner des éléments pour avancer, nous ramènent à des postures de conflit interne. La situation de Jean-Rémy Yama, son recours, enfin, celui qui lui a intenté le recours, moi je n'ai pas eu, en dehors du rendu de la Cour constitutionnelle qui invalidait sa candidature, les éléments du recours... Présentation, absence de jugement supplétif dans le dossier, c'est bien ça, non? Là? La non-présentation d'un jugement supplétif. Le recours, si la Cour constitutionnelle a rejeté sa candidature... Écoutez, moi je dis il faut qu'on soit un peu dans le champ des réalités de notre pays. La plupart des personnes qui sont nées dans les années 60-50 ont eu recours à des jugements supplétifs. Bon, ce gars est fonctionnaire, et il travaille, il est régulièrement payé, il est enseignant du supérieur. Pourquoi à chaque fois on va s'accorder sur... C'est pour ça que je parlais des éléments qui heurtent au lieu de s'attaquer à l'essentiel. L'essentiel, c'est aujourd'hui, c'est l'offre politique que Jean-Rémy Yama doit avoir avec la population qui est censée le lire comme député. Si ce rapport passe, ce sera un citoyen au service du Gabon. Cette façon, les vrais recours qui auraient dû aboutir ont été annulés. Voilà le problème qui heurte les Gabonais. Il faut éviter la diversion. D'accord. Marcel Libama. C'est une honte pour notre démocratie et notre pays. Figurez-vous qu'étant en prison, il a pu être candidat. Et en liberté, on dit qu'il ne peut pas être candidat. Alors que, quand vous regardez la composition du dossier, c'est les mêmes éléments. C'est sensiblement les mêmes éléments constitutifs du dossier de candidature. Il y a comme un acharnement contre ce monsieur et contre d'autres. Ça, il faut que je dise des choses comme moi je pense. Quelqu'un en prison et dans un régime qui était féroce, celui d'Ali, a pu faire passer son dossier. Et là, à l'ère de la transition de la 5e République, il ne puisse pas être candidat. Il y a problème. Moi aussi, j'ai failli ne pas être candidat. Pourquoi? Les éléments de ma liste avaient disparu. J'ai dû faire des pieds et des mains pour retrouver le dossier. C'est une élection, il faut le reconnaître, hein, sur l'organisation, ça a été nul, il faut le dire. Je suis à ma 3e élection, mais celle-là sur le plan organisationnel, c'est la plus nulle. Il faut le dire. Les dossiers disparaissaient, alors que quand il a déjà fait une élection une fois, il y a des pièces qui sont en machine. On ne devait même plus, pour les anciens candidats, on n'a même pas, dans les pays des autres, on n'a même pas besoin de tout renouveler. On n'a plus besoin de la l'acte de naissance. Vous avez des éléments complémentaires à votre dossier. Donc c'est vraiment scandaleux. Sur le cas de Yama, ça fait réfléchir et ça mérite une explication pour notre pays. Parce que ce n'est pas un acteur comme tous les autres. Il a une visibilité. C'est un acteur international. Je voudrais un point sur l'autre cas, le cas de Réagir, des candidats de Réagir. Mais vous voyez, c'est des gens qui étaient censés protéger le chef de l'État, se comporter comme des fusibles. Parce que, souvenez-vous que Michel Ongundu, de ce même parti, sa candidature avait été récusée, rejetée, au mobile qu'il y avait une session dans ce parti. Donc le bon sens aurait voulu que les autres ne se présentent plus pour les autres élections sous la bannière de ce parti. Mais ils ont décidé de le faire quand même. Mais pourquoi ils l'ont fait? C'est parce que pour eux, ça ne concerne que les Michel Ongundu, les gens Valentin et Yama, eux étant au palais, étant proches du roi,
Ils sont indemnes. Vous ne pouvez pas le dire. Non, la preuve que la République, les mécanismes de la République ont bien fonctionné. Mais c'est ça, c'est ça. C'est une chose. C'est ça qui a marché. J'ai s'il vous plaît. Pascal, on va écouter Pascal. C'est justement ça le mauvais rapport à la loi. Être proche du pouvoir ou du président ne signifie pas que vous avez les mêmes prérogatives d'exercice du pouvoir que le chef de l'État. C'est cette habitude qui a conduit notre pays à des dérives où des gens en fonction oublient de façon systématique que des citoyens ordinaires et qu'ils sont susceptibles d'être préjudiciables dans n'importe quelle situation. Bien fait pour monsieur Ndombia parce qu'il a voulu marcher sur les lois de la République. Et bien voilà, la loi est dure, c'est la loi, bien fait. Et je salue la Cour constitutionnelle pour ça. Au moins, une fois, on peut se féliciter parce que ce type d'habitude, monsieur Libama, ça annule le 30 août 2023. Le 30 août 2023 est un acte révolutionnaire, une volonté populaire de rompre. C'est pour ça ces élections législatives et locales, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pour les populations, c'est la transition jusqu'au bout. Donc, les yoyotages, les transversales et toutes ces choses qui se font ne regardent pas les populations. Et attention, si la Cour constitutionnelle s'était permise de ne pas sanctionner, comme elle a fait M. Ndombia, la Cour constitutionnelle aurait perdu toute crédibilité. Absolument. Félicien Rodrigue, vous, comme on le dit, Duralex, Sedlex, la loi, c'est la loi est dure, mais c'est la loi. Oui, non, dans le cas qu'il cite concernant celui du parti Réagir, il y avait déjà un précédent. Le précédent, c'est qu'on avait déjà, les tribunaux compétents avaient déjà jugé cette affaire. Et il revenait normalement au ministre de la Réforme de soit faire se constituer un nouveau parti. Or, il a fait quoi? Il a déménagé du siège de Réagir pour faire un siège bis à Réagir. Or, il a perdu et du temps et de l'argent. Et en définitive, il est le plus grand perdant parce qu'il aurait gagné, il serait candidat aujourd'hui s'il aurait mis une autre structure dès le premier jugement. Parce que, et tenez-vous bien que si la même tendance Ounou-Lunda continue pour ce qui concerne les locales, mais voilà un parti qui va se retrouver sans candidat au local également, parce qu'on va tenir compte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour se prononcer. Marcel Libama, notre point en rapport avec cette actualité politique en lien avec évidemment l'organisation des élections législatives et locales, comment vous interprétez ce rétropédalage initié par le président du Parti démocratique gabonais? Le PDG avait introduit des recours en annulation de certaines candidatures des militants démissionnaires du PDG investis par l'UDB. Et bon, le PDG a estimé, à travers un communiqué qui a été rendu, une note qui a été rendue finalement pas officielle, qui a été publiée sur les réseaux sociaux, où le PDG, ou le parti, ou le président du PDG demande à la Cour de surseoir ce recours introduit. Non, mais ce n'est pas une surprise. Avant que le président de la République ne crée son parti, le PDG sur le plan politique était le premier soutien du président. C'est le peuple gabonais qui était le premier soutien. Non, sur le plan politique, sur le plan des partis politiques. Et de nature à jeter le propre sur l'engagement la parole gabonais. Non, Monsieur Koulou, non. Vous me laissez poser des questions. Voilà, monsieur, terminez votre argumentaire. Vous avez le temps de répondre, il n'y a pas de problème. Bon, je ne sais pas dans ton village comment ça se passe, mais il faut reconnaître que nous sommes tous les partis politiques. Le parti qui s'est engagé le plus à soutenir, de mon point de vue, de ce que j'ai vu sur le terrain, j'étais porte-parole du président de la République. Et j'ai vu comment les PDGistes de tous bords ont mouillé le maillot pour soutenir le président de la République. Nous étions tous le soutien du président de la République, mais ils ont fait plus que tout le monde. Dans ma région particulièrement. Il faut le reconnaître. À Franceville. Ce n'est pas... non, il faut le reconnaître. Ils se sont battus. Ils ont vraiment mouillé le maillot. Donc le président, c'est leur candidat. C'est le candidat des PDGistes. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est leur candidat. Mais sauf que le PDG, a présenté 145 candidats pour le compte des élections législatives sur les 145 sièges. Oui. Non, j'ai dit... Mais bien sûr, mais moi je parle de la réelle politique. Hein. Ce n'est pas ce que les gens fantasment dans leur petit coin. C'est ça la réalité. On a tous les partis. Regardez vous-même. On a organisé les congrès avant la présidentielle de tous les partis. Quels sont ceux qui ont plus mobilisé leurs militants? Mais c'est le PDG.
D'accord, bon. Comment vous Il n'y interprétez a pas photo. Comment vous interprétez alors cette Mais bien sûr, mais c'est des alliances politiques qui sont appelées à gouverner après les législatives. Donc, ils ont pensé, à tort ou à raison, que pour limiter la casse, au lieu d'attendre de faire le médecin après la mort, il est mieux de jouer le collectif dès le départ. C'est des stratégies politiques. Elles sont bonnes, elles sont mauvaises, mais c'est leur façon de voir pour gagner. Pascal Koulouri. Je ne suis pas peut-être d'accord avec ça, mais c'est la réelle politique. D'accord, sur ce point. Il y a un constat qui est évident. Première chose, c'est que le PDG a profité des atermoiements de l'équipe présidentielle pour donner l'illusion d'être toujours un parti fort. Première chose. Ils sont forts, ils ont 145. C'est une illusion. C'est une illusion. Parce que, je répète, le responsable du PDG ont profité des atermoiements du CTRI. Si le président avait pris sur lui de ne leur confier aucun poste de responsabilité, le PDG n'aurait pas continué à exister. Je mets ma main au feu. Il n'aurait été ni à l'Assemblée, ni au gouvernement. Plus personne n'aurait brandi plutôt l'étendard du PDG. Un. De deux, ils ont même mis cette situation en avant parce qu'effectivement, la faiblesse politique du CTRI leur a profité, c'est évident. Parce qu'ils étaient proches et ont donné l'illusion d'avoir à quelque niveau contribué à la chute de leur ancien maître. Et ce qui a renforcé cette approche, c'est la fausse guerre qu'il y a eu entre Ali Akbar Onanga et M. Blaise Blombert. Aujourd'hui, la réalité, c'est que si le président de la République veut continuer de demeurer dans la dynamique du 30 août 2023, il faut qu'il dise clairement quelle est la nature de l'alliance qui l'unit au PDG. Parce que vous savez, il est important d'être cohérent et d'être transparent. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, mais il faut que les choses se disent de manière claire. On ne peut pas avancer en demi-teinte. Parce qu'il s'agit de la volonté populaire. Le président de la République, je le répète encore, est assis sur un engagement populaire de 94% des Gabonais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les actes qu'il pose, il ne regarde pas aux couleurs partisans, il regarde à la masse des Gabonais qui lui ont fait confiance. D'accord, voilà l'allié. Félicien Rodrigue. Non, je voudrais recadrer les choses dans leur contexte. Non, Monsieur Nkoulou fait erreur. Pourquoi? Pour une raison simple. Dès qu'il y a eu le 30 août, il y a eu une effervescence dans l'ensemble du pays, donc de toutes les forces, qu'on soit du PDG, qu'on soit syndicaliste comme mon ami, qu'on soit de n'importe quel parti d'opposition de l'époque, tout le monde était d'accord sur le principe. Le PDG était dans l'effervescence. Vous veniez de perdre le pouvoir et vous étiez dans l'effervescence. Je dis tous les citoyens, la majorité des citoyens. Même les PDGistes. Même les PDGistes, parce que vous étiez content de la chute du PDG. Moi, personnellement, j'étais d'accord parce que c'était un acte héroïque de nous avoir enlevé les enfants. Donc, moi, personnellement, ce qui concerne M. Evon. Maintenant, pour répondre de manière claire à M. Nkoulou, non. Ici, moi, j'ai encore en mémoire toute la charte de la transition. Elle ne faisait pas obligation au général Brice Clotaire, au Oligui Nguema, de pouvoir prendre les politiques. La charte était claire, la charte minimisée, ce n'était pas le nombre de députés qui était prévu. Maintenant, il arrive, il faut qu'il consulte les acteurs qui étaient présents. Et dans les acteurs qui étaient présents, il y avait le PDG, il y avait l'Union nationale, il y avait nos amis de la société civile, il y avait le RPM. Donc, il a consulté les uns et les autres. Et vous allez voir, si vous regardez la première charte, le nombre a augmenté. Or, il aurait pu rester dans le nombre qu'il avait fixé, qui était un nombre, il pouvait militariser le pays, il avait des choix. Il pouvait militariser le pays pendant, puisque c'était l'exception. Pendant X temps, les militaires restent au pouvoir, gèrent le pays, et les politiques, vous viendrez après. Or, il a fait le choix, librement, de l'inclusivité, d'intégrer les uns et les autres, pas seulement les PDGistes. Mais le PDG n'a jamais donné un mot d'ordre pour forcer la main au président de recruter, certainement, parmi les gens qu'il connaissait le plus, il connaissait un peu plus de PDGistes, comme il a pris les gens de l'Union nationale. Sans vous interrompre. Non, je termine. Je termine. Dites-moi, non, on est là, vous et moi, avec M. Libama. Oui. Si Brice Clotaire Oligui Nguema était allé en campagne en 2025 en disant à tout le monde, moi je suis l'allié des PDGistes,
est-ce qu'il aurait fait 94%? Non, non, non. On est là entre nous. Non, il faut qu'on ait cap. Regardons-nous dans le miroir et assumons le constat. Ne raisonnons pas comme ça. Est-ce qu'il aurait fait 94%? L'inclusivité, non. Il va raisonner comme ça. La réponse que vous attendez, c'est non. Non, il ne faut pas faire ça comme ça. Mais il faut voir aussi dans la masse. Ça veut dire que quand vous regardez les institutions de la transition, vous voyez très bien que le PDG tire un peu le grand frère, a un peu plus de membres à l'intérieur. Mais cela ne veut pas dire que c'est le PDG qui a donné ces noms. Cela veut dire tout simplement que par le jeu des alliances, nous sommes un tout petit pays. On a choisi des Gabonais, on a choisi pas des des Gabonais, pédégistes. pas des pédégistes. Donc on a compris. Le PDG quand même reste une force Le politique PDG, encore tu assez me dis, moi, je suis pas importante. d'accord avec ça. Non, ils ont pu présenter, ce n'est pas rien. Il y a des partis là qui ont donné seulement 13 candidats, 6 candidats, 2 candidats, 1 candidat. Il a pu mettre tous les candidats dans toutes les circonscriptions. Ça veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire que ce que le dialogue n'a pas pu faire, ce que les pouvoirs en place n'ont pas pu faire, il revient maintenant aux populations elles-mêmes de prendre les choses en main. Si les Gabonais pensent qu'ils n'ont veut tourner la page avec le PDG, qu'ils aillent aux urnes, l'exprimer. S'ils pensent qu'il faut continuer avec le PDG, il faut l'exprimer aux urnes. Il ne faut pas faire le bonheur des gens contre les gens. Donc les populations, nous sommes à une élection, il n'y a pas meilleur jugement que le jugement des populations. Donc allons-y aux élections, on va voir le comportement des Gabonais. Il nous reste 5 minutes. On va faire des tours de table. Oui. Les questions politiques sont toujours des questions très intéressantes et passionnantes. Je sais que vous êtes des acteurs politiques avertis. Félicitations de vous, Pascal. Non, c'est bon. Troisième thématique, la dernière, 5 minutes, rapidement, parce qu'on a annoncé, pour le respect de nos téléspectateurs, que l'uniformisation des coefficients dans le système éducatif. Il y a quelque chose que, dans ce pays, on met toujours la charrue avant les bœufs. On ne peut pas faire l'uniformisation des coefficients sans d'abord faire la réforme des collèges. On ne peut pas faire le coefficient 1 avec le même BPC organisé comme c'est organisé. Donc il faut revoir les programmes, il faut lutter contre les inégalités éducatives. Il y a beaucoup de choses à faire avant d'aller vers cela. Donc il faut en même temps faire la réforme des collèges. Or, n'est pas à l'ordre du jour. Il faut revoir le système éducatif. Comme il fonctionne, il y a problème. D'accord. Pascal Koulou, donc il y a le ministère de l'Éducation nationale qui estime que cette réforme a pour objectif de lutter contre l'échec dans le système éducatif gabonais, quand d'autres pensent plutôt que l'uniformisation des coefficients est une forme de banalisation des matières scientifiques. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, écoutez, moi je trouve que sur la manière la plus simple qui soit, on dira tout ce qu'on veut. Moi je ne suis pas pédagogue, c'est vrai. Mais c'est une injure faite à l'intelligence des jeunes Gabonais. Croire qu'en réduisant leur capacité, leur aptitude à s'intégrer dans le domaine des sciences, va favoriser l'émergence intellectuelle. Il faut faire attention avec ce type d'approche. Et sur le plan social, c'est discriminatoire. Parce qu'au Gabon, vous avez deux types d'écoles. Vous avez l'école privée qui a pratiquement près de 80% le modèle français, où cette aberration ne s'exécutera pas. Mais l'école privée, qui y va? C'est les enfants de ceux qu'on connaît. Et ils n'ont pas leurs enfants dans l'école publique. Ils ne s'occupent pas des questions de l'école publique. Leurs enfants sont ailleurs. Et ils ont un niveau scolaire suffisamment conséquent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, puisque partout, il y a un certain nombre de quotas. Il y a le quota qualificatif, c'est peut-être au Gabon, mais à l'extérieur. Vous avez vu, à la mesure où on dit qu'on ne peut plus envoyer nos enfants dans les meilleures universités, on va les envoyer dans des pays, et c'est une aberration. Comment voulez-vous penser voir que nous avons 2 millions d'habitants? Et nous avons le même taux d'effectifs dans les classes que les pays qui ont 30, 40, 60 millions d'habitants. Ça veut dire quoi? Comme M. Libama vient de dire, on n'a pas pensé à l'essentiel. Est-ce que les enfants n'apprennent pas bien parce qu'ils ne sont pas intelligents ou alors parce qu'il leur manque le minimum? Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'enseignants. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai ma fille, parce que les choses, quand on parle, il faut les vivre. Elle a 12 ans. Elle passe en 4e. Et on lui a donné un emploi du temps où elle commence le cours à 13h pour finir à 17h. Bon, écoutez, qu'on mette un coefficient 1, même 0 en maths, est-ce que vous croyez qu'un enfant de 12 ans a une aptitude intellectuelle, psychologique pour apprendre de 12h à 17h30? Voilà le problème de notre école. Il faut réduire les disparités éducatives. Il faut arrêter de distraire les gens. D'abord les disparités éducatives. Ce que je voudrais dire à la suite de ce qu'a dit M. Libama, l'honorable Libama, non, ça dit qu'il faut engager la réforme. Mais il faut aussi aller dans des situations... moi, par exemple, de la 6e en 3e, nous avions des camarades qui
étaient déjà les meilleurs en maths dès la 6e. Et après la seconde, ils ont demeuré être les meilleurs. Or, ici, ce qui est engagé ici, c'est de dire, est-ce que tout le monde, tous les enfants ont la même capacité dès le premier cycle à pouvoir embrasser les maths à un niveau suffisamment appréciable? Bon, ou alors, il faut que la raison qui est mise en relief par le ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'il n'y a pas que les matières scientifiques à l'école, il y a également d'autres matières. Si on parle de l'éducation physique et sportive, si on parle de l'art, par exemple, pourquoi vous estimez qu'un enfant ne peut pas, qui a des aptitudes dans les matières en rapport avec l'art, mais ne peut pas se réaliser dans ce domaine-là, qu'il faudrait absolument qu'il ait de 20 sur 20 en mathématiques? Non. Cet enfant-là, on a le droit, l'État a le droit de faire en sorte qu'il puisse réellement continuer dans cette branche-là. Je vous ai dit qu'il y a les gens qui sont déjà bons en 6e, en mathématiques. Oui, le problème, justement, c'est que si on revient... C'est pas ce que je dis, moi je suis d'accord avec les enfants qui font encourager les enfants. Pour une meilleure compréhension encore plus pratique, vous allez mettre le coefficient, je parle à côté d'un spécialiste de l'éducation, coefficient EPS, c'est combien? 2 1 2 2 je crois. Voilà, 2. L'art, c'est peut-être 1. À côté, s'il n'a pas les aptitudes en mathématiques, ce coefficient peut-être 4 ou 5. Ça veut dire qu'il est complètement bien sûr, à la rue. Non, il faut tenir compte de cet enfant-là et je suis d'accord que... les mêmes cours. Non, il faut la réforme. À réfléchir doit être la même pour tout le monde. Non, c'est pas possible. C'est l'aptitude de chaque enfant qui détermine son orientation. C'est-à-dire qu'on a un problème de niveau. Il faut par exemple d'abord rehausser le niveau des apprenants dans les disciplines fondamentales. On va poursuivre évidemment dans nos prochaines émissions. Et il faut aussi réviser les programmes. Décrypter justement cette forte actualité. Il faut réviser les programmes. Avec l'uniformisation des coefficients. Mais je pense qu'il faut la réforme du collège avant les coefficients. On va revenir dessus. Mais à l'État, où est notre collège? On va revenir dessus. Merci du côté de la régie de nous mettre le générique fin, puisque le temps qui nous était parti est arrivé à son terme. Merci Marcel Libama, merci également à vous, Félicien Rodrigue, vous et Pascal Koulou d'être passés sur le plateau de Ligne de Mire de ce soir. On va revenir prochainement sur les différents points qui font l'actualité dans notre pays. Bonne suite des programmes sur Télé Africa. Thank you.